Tu parlais de troll, là, j'ai dû expliquer l'autre soir à ma femme c'était quoi un troll. C'est quand même... Tu sais, quand tu sais pas, mettons que t'es pas... Comment le définir? Comment définir un troll? C'est pas une poupée avec des longs cheveux? Ben oui, mais elle a dit, moi, quand je pense à troll, elle dit, je pense à ça. Donc, pourquoi tu me parles de troller quelqu'un? Je dis expliquer qu'un troll, c'est pas juste cette espèce de jouet-là là, qu'on avait dans les années 90, mais c'est aussi un personnage folklorique qui est un peu un perturbateur, là, qui va jouer des mauvais tours. Un démon. Oui, une espèce de petit démon. Qui met le trouble, qui cherche le trouble. Ouais. Comme Laurence. Là. Laurence a quelque chose d'un troll. Moi, je trouve que Ben est plus troll, mais Ben on pourrait argumenter sur le sujet longuement. Bon, bien, sur ça, essayons de ne pas trop troller pendant cette émission-là, s'il vous plaît. Quoique, hein, selon vos désirs et désordres, ça tourne. Je me souviens plus ce que j'ai dit. Savoir si on a dit quelque chose de grave. On a juste parlé de troll, t'as rien dit. Ah, ouais, OK. Laurence, Antoine et Stéphanie, bienvenue à... J'allais t'appeler Benjamin. Parce qu'on parlait de troll. Bienvenue à cet épisode des Verbomoteurs dans lequel on va parler aujourd'hui du Venezuela, la situation qui s'envenime avec l'intervention possible de Trump dans tout ça. Le phénomène culturel Rosalia, qui est un phénomène culturel émergent en musique. C'est huge. C'est très grosse musique aussi. Puis Laurence qui va nous aider à réfléchir sur le projet de loi 103, la réduction des méfaits sur les sites d'injonction supervisée, les sites d'injection supervisée. Merci à vous trois d'être là. Stéphanie, phénomène quand même où il y a plusieurs, je dirais, niveaux qui se croisent, là, parce qu'au mois d'octobre, on a appris que la récipiendaire du prix Nobel de la paix, qui va le recevoir le 10 décembre prochain, c'était la Vénézuélienne María Corina Machado, qui est une civile qui milite beaucoup en faveur de la démocratie, qui a tenté d'être une opposante à l'actuel président du Venezuela. Comment est-ce qu'on l'appelle déjà? Nicolas Maduro. Maduro, merci. Ouais. Et donc, Trump, par ailleurs, elle a dédié son prix à Trump, qui aurait pu et qui était prédit d'une certaine manière aussi pour être un récipiendaire. Pourquoi elle l'a dédié à voulu. Trump? Elle l'a dédié au peuple vénézuélien et à Donald Trump pour son support. Okay. Mais on s'est un peu posé la question, il y a beaucoup de monde qui ont critiqué ça aussi, qu'elle le dédie à Trump. C'était quand même un geste fort. Donc, est-ce qu'on peut voir dans tout ça une espèce de geste politique qui met la table, si on veut, au conflit qui a lieu présentement dans la mer des Caraïbes? Bien, c'est sûr que ça jette la lumière sur ce conflit-là. Mais c'est ça, María Corina Machado, ça fait longtemps qu'elle est politicienne, depuis même 2002, elle avait participé au coup d'État qui avait essayé de destituer Hugo Chavez, parce que le président actuel, Nicolas Maduro, c'est comme le dauphin de Hugo Chavez qui avait instauré vraiment un État socialiste. C'est dictatorial. Oui, bien, de plus en plus, même avec Nicolas Maduro, il y a beaucoup de répression des libertés. On emprisonne des journalistes ou des gens qui sont des dissidents. Puis il y a eu un exode massif, près de 7 ou 8 millions, c'est presque le tiers là, de la population du Venezuela qui s'est exilée. Donc oui, c'est reconnu assez comme une dictature. Mais donc c'est ça. Puis au présidentiel de 2024, elle a voulu se présenter, mais on lui a dit qu'elle était juste simplement inéligible. On prétextait des irrégularités administratives puis une trahison parce qu'elle était justement en faveur des sanctions que Trump avait déjà commencé à mettre sur le Venezuela puis surtout dans les échanges pétroliers, parce qu'il faut comprendre que le Venezuela est vraiment assis sur des réserves. En fait, c'est les réserves pétrolières les plus importantes au monde, même si c'est pas le plus grand producteur. Il y a quand même le plus grand stock de réserves de pétrole. Fait que ça aussi, évidemment, membre ça de joue l'OPEP, là-dedans. comme les pays arabes. Absolument. Plus de pétrole que l'Arabie saoudite, même. C'est vraiment une puissance importante. C'est probablement une des raisons pour lesquelles la Chine et la Russie ont la main mise là, dans ce pays-là aussi. La Chine, la Russie, l'Iran, il y a tout ça qui joue aussi. Il y en a qui disent que ce qui se passe en ce moment, c'est un peu aussi le conflit entre ces grandes puissances-là qui joue sur l'échiquier, disons, du Venezuela. C'est une guerre froide 2.0 et ça fait longtemps que ça dure. C'est ça, parce que la Chine, entre autres, qui est un peu la grande puissance à laquelle les États-Unis veulent s'opposer, a beaucoup financé, a prêté beaucoup d'argent au Venezuela. Donc, il y a tous ces liens-là qui sont... C'est assez complexe là, en politique internationale. Donc là, dans les dernières semaines, il y a des espèces de petits bateaux là, qui se promenaient dans la mer des Caraïbes. Et là, Trump décide... On dirait qu'on joue à Battleship. Oui, c'est ça. Je dis Trump, mais en fait, c'est des drones militaires des États-Unis qui surveillaient la zone et qui décident d'attaquer sans comment est-ce qu'on dit ça, sans culpabilité. C'est-à-dire ils n'ont jamais prouvé qu'eux ont prétexté qu'encore là, c'était les narcotrafiquants, c'était des gens qui voulaient amener la drogue aux États-Unis, mais ils n'ont jamais
intenter de procès ou prouver d'une quelconque manière que ces gens-là étaient vraiment coupables de quoi que ce soit. Fait que la communauté internationale dit que ça viole le droit international, que c'est des exécutions extrajudiciaires, qu'il n'y a pas eu de véritable processus pour prouver leur culpabilité. Mais là, ça prend vraiment de l'ampleur. Là, c'est rendu qu'ils ont mis en place un porte-avions. Il y a un sous-marin nucléaire, il y a des missiles, évidemment. Puis ça a fait 80 morts à date, mais c'est surtout cette espèce de prétexte-là qu'on invoque, mais sans prouver quoi que ce soit. Ça soulève beaucoup de questions au point de vue du droit international. On sent qu'on se prépare tranquillement à une tentative de coup. Là. Assez prochainement, ça ne serait pas étonnant que le régime est affaibli là, sur plusieurs fronts, mais il y a un soutien international de... C'est un schème des relents d'impérialisme américain aussi, qui ne date pas de Trump. Il ne faut pas penser que c'est le méchant républicain puis que c'est nouveau, ce phénomène-là. Il y avait Joe Biden avant, et avant même Barack Obama aussi, qui avait commencé avec des sanctions importantes il y a ça quelques années. Donc, c'est pas... ça a des racines profondes, ça. Oui, il y a quand même quelque chose de nouveau dans le sens où il y en a qui observent qu'il y a eu un changement d'attitude de la part de Trump, parce que Trump, dans son premier mandat, était assez en retrait là, en politique internationale. Il disait « Bring our boys home », puis on veut plus se mêler des conflits, alors que là, dans son deuxième mandat, on voit qu'il parle d'expansion, donc il veut... envahir le Groenland, le Canada peut-être, le Panama. Donc ça, c'est quand même relativement nouveau par rapport au premier Donald Trump. C'est clair. C'est vrai que c'est des relents de ce qu'on a déjà vu auparavant. C'est ça semble un peu paradoxal, surtout que la récipiendaire Maria Corina Machado semble aller dans son sens aussi. Elle soutient que ces attaques-là seraient légitimes d'une certaine manière. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle dit que ça n'a pas le choix de se rendre jusque-là. Qu'il faut une intervention. Elle supporte quand même l'intervention militaire de la part des États-Unis parce qu'elle dit que c'est une question de sauver des vies. Pour elle, il y a beaucoup c'est très grave ce que le dictateur est en train de faire, Maduro. Il y a de la famine et l'inflation est complètement incontrôlable depuis de nombreuses années. Là, on atteignait 1 million de % en 2018. Là, c'est hallucinant. Donc, les gens souffrent, mais... Et les dernières élections qui ont été, en tout cas selon les observateurs internationaux, complètement truquées. C'est ça, elle avait voulu se présenter, elle n'a pas pu, même si elle avait recueilli les 90 % pour les primaires, mais finalement, c'est quelqu'un d'autre qui s'est présenté à sa place. Puis ils ont été capables de prouver qu'il avait gagné les élections, mais Maduro, lui, n'a jamais reconnu ça publiquement. Mais il y a beaucoup de pays, l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, ne reconnaissent pas la validité de cette dernière élection-là en 2024. Mais je voulais rajouter, tu disais... probablement un conflit ou quelque chose qui va mener à la destitution de Maduro. Mais en même temps, là, on a lu dernièrement qu'il y avait possibilité d'un dialogue. Il y en a qui disent peut-être d'une entente, justement, par rapport au pétrole, si Maduro pouvait peut-être proposer une espèce de collaboration. Mais quand tu regardes la force militaire qui est en train de... Il semble avoir offert une collaboration très étroite du gouvernement américain pour le commerce du pétrole. Là, mais ils disent qu'ils vont se parler. Il y a comme plusieurs intérêts là-dedans qui s'ajoutent. Donc, Trump aurait commencé d'abord avec un intérêt commercial, mais son secrétaire d'État, Marco Rubio, lui, semble avoir une dent contre Maduro. Donc, il semble avoir plus un intérêt politique de vouloir renverser le régime. Et là, il y a la question un peu chrétienne là-dedans aussi, parce que la récipiendaire Maria Corina, elle, semble être assez fervente. Oui. Puis, voyons catholique qui s'affiche, qui se promène avec des chapelets. Semble vouloir se faire un peu la porte-parole des chrétiens du pays, qui sont assez en majorité. Puis là, Trump, là-dedans, en tout cas, semble vouloir aussi, on connaît son intérêt qu'il a pour vouloir protéger les chrétiens. Laurence, Non. Je riais à l'idée qu'elle se promène avec des chapelets. Oui, c'est ça. Mais si t'en perds un, t'en as un autre de rechange. Oui. Puis coïncidence, en parlant de l'aspect chrétien, coïncidence ou pas, mais 10 jours après c'est-à-dire l'attribution du prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado, il y a eu les deux premiers saints vénézuéliens qui ont été canonisés. Puis à cette occasion-là, le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Vatican, a tenu à mentionner, à apporter son soutien, c'est-à-dire en tout cas à dénoncer le manque de démocratie, à appeler à un rétablissement de la paix dans le pays. Ouais. Parce que ça fait quand même depuis septembre qu'il y a ces opérations militaires-là. Ça a commencé par la CIA qui avait le droit de faire des opérations secrètes. Puis là, on voit vraiment que ça escalade jusqu'au le plus grand porte-avions américain qui est en ce moment rendu dans la mer des Caraïbes. 12 000 militaires. C'est vraiment
quelque chose de gros qui se prépare. Fait on est un peu en état d'alerte. C'est ça. Ouais. Un autre conflit à surveiller. Comme disait Antoine, on est peut-être à l'aune d'une deuxième guerre froide, qui c'est guerre froide 2.0. Mais on voit les dynamiques qui sont encore présentes, là, même si ça peut paraître d'un autre siècle presque. Oui, puis à la remise de son prix Nobel le 10 décembre prochain, on va voir peut-être qu'elle va faire des déclarations en ce sens-là, qui sait. Peut-être. Elle vit dans la clandestinité, d'ailleurs. Oui, elle va se cacher. Fait que c'est vraiment une figure symbolique un peu de ce qui se passe là-bas. Merci Stéphanie. On prend une pause puis on se dirige après sur un autre sujet hispanophone. L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est le single Berghain de l'album Luxe de Rosalia qui vient de sortir le 6 novembre dernier. Donc, c'est un phénomène culturel très important. Antoine, tu t'es intéressé un peu au phénomène. Peux-tu nous dire un peu plus pourquoi, tout d'un coup, c'est ce Rosalia, tout le monde en parle? Ça a l'air d'être tout d'un coup, mais ça se prépare depuis quelques années, comme le conflit au Venezuela, finalement. Et moi, je regrette d'avoir un peu manqué le porte-avions là, dans les dernières années parce que c'est quelque chose de majeur. Peut-être en quelques dates, là, c'est une fille qui est née en Catalogne en 92, Rosalia. Donc, ça lui donne à peu près 32-33 ans. Ouais. Et elle a fait des albums à partir de 2017 qui étaient plus dans le pop flamenco. Flamenco, mais quand même accessible. Là, des fois, le flamenco, c'était un peu rock'n'roll, difficile à écouter. Mais là, c'était quelque chose d'accessible. 2018, un petit peu plus pop, mais encore pas mal flamenco. El Mal Querer, le nom de l'album. Puis en 2022, et là, il y a un changement de cap. Elle produit un album très axé sur la musique urbaine, reggaeton. Et là, on est dans... La pochette est très vulgaire. Elle est complètement nue avec un casque de moto sur la tête. On change de registre complètement, même s'il y a des influences espagnoles, évidemment. Et ça nous mène sur des étapes, là, rapidement. Cet automne, la sortie de l'album Luxe, comme tu le dis, James, ça veut dire en fait lumière en latin. Un autre changement de cap total. C'est hallucinant. On la voit sur la pochette. Ben, tu l'as emmenée d'ailleurs? On la voit vêtue comme en religieuse, un peu, dans une espèce de camisole de force, mais qui semble pas si contraignante, mais plus presque amoureuse, là, ou en tout cas sensuelle, paisible. Et ça évoque assez bien là, ce qu'on peut retrouver dans cet album, c'est-à-dire un album d'abord éminemment mystique. Oui, parce que quand on l'écoute en entrevue, elle dit que pour cet album-là, elle s'est inspirée beaucoup d'histoires de saintes, de récits de saintes. C'est complètement... Ça sort oui, ça sort un peu de nulle part, cet aspect-là, plus mystique. Oui, mais non. On retrouve, et d'ailleurs, tu auras un article bientôt là-dessus, James, il y a un courant dans le monde musical, le monde culturel. Tu n'as pas le choix, il faut que tu l'écrives. C'est comme une commande là, en public. Il y a un courant qui, chez cette jeune génération-là, où on assume complètement, on se cache plus pour croire, on est complètement As-tu d'autres exemples? Moi, j'en connais pas. Mais là, il y a Daniel Caesar, un musicien, un artiste torontois, qui a sorti un album une semaine avant Rosalia, là, qui parle de sa foi de manière très explicite. Là. Mais je dirais que c'est un phénomène qui se prépare depuis aussi. On pense à Kanye West en 2019. Bon Iver aussi, qui avait une démarche assez spirituelle. En tout cas, on pourrait faire une liste un peu plus longue, mais c'est pas ça le but de la chronique. Là, dans cet album-là, c'est pas juste une petite référence ici et là. Non, c'est mur à mur. Mur à mur. Il y a des titres comme Divine Eyes, Bargain qu'on vient d'entendre, là, le chœur allemand qui est au début dit « Sa peur est ma peur, sa colère est ma colère, son amour est mon amour, son sang est mon sang. La flamme me transperce le cerveau comme un ours en peluche de plomb. » Et c'est complètement éclectique. Et là, à la fin, il y a Björk qui intervient dans cette pièce-là. Allez voir le vidéoclip, là, c'est un chef-d'œuvre. Et je pèse mes mots. Elle dit « Cette intervention divine, c'est le seul moyen pour nous sauver. Le seul moyen, c'est d'être sauvé, c'est par une intervention divine. » Björk qui chante ça. Évidemment qu'il y a une démarche un peu spirituelle aussi mystique. Mais là, on est complètement assumé dans ce mysticisme. Un autre exemple, là, rapidement, j'ai le temps. Hein? Oh oui. Ah oui, OK. Dans Divine Eyes, il y a une espèce d'allégorie un peu eucharistique. Là. À travers mon corps, tu peux voir la lumière. Meurtris-moi, je dévorerai toute ma fierté. Je sais que j'ai été créé pour diviniser.
Et là, il y a une dualité qui est souvent là tout au long de l'album entre... En fait, je vais vous dire entre quoi et quoi, mais ça se continue, cette phrase-là, en disant « hors de moi, en moi, hors de moi, en moi ». Et la dualité, elle est souvent entre la peur et l'anxiété. Il y a un moment, il y a un chanteur qui chante en boucle « scared, scared, scared », effrayé, effrayé. Ouais. Et la paix, le mysticisme, le transcendant, qui est clairement évoqué à travers des paroles. C'est explicite là, dans la symbolique aussi. Carrément. On voit un Sacré-Cœur, on voit plein de symboles religieux, les croix sur ses souliers. Mais il y a quelque chose d'une démarche de rédemption, de conversion presque dans ce qu'elle raconte. Elle s'est fait demander par le journaliste en entrevue à France Inter c'est quoi la source là, de ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sortes un album aussi religieux. Puis là, c'est pas religieux qu'Étienne, c'est l'avant-garde musicale. Elle a une maîtrise complète des codes de sa génération. Elle intègre à merveille des éléments de divers styles musicaux. Là, on a entendu quelque chose d'un opéra, presque d'orchestral, une voix hallucinante. Grande collaboration aussi avec un orchestre londonien, l'orchestre symphonique de Londres, carrément. Alors, pour répondre à la question du journaliste de France Inter, elle disait écoutez, la meilleure explication que je peux vous donner, c'est que je me suis mis à prier tous les jours depuis 3 ans. Et là, elle puise sa foi, sa spiritualité dans une... En tout cas, ce qui semble être une sincère relation à Dieu. Après, on n'est pas nécessairement dans un catéchisme là, noir sur blanc où tout est carré, tout est prévisible, mais oui, on est plus dans le mysticisme, dans quelque chose de complètement éclaté, de complètement libre, qui... quelque chose d'un combat spirituel aussi. J'ai envie de dire, il y a des passages dans le clip qui sont presque trash. Il y a des... Très noirs. Très noirs aussi. C'est pas, ça s'appelle luxe, c'est lumineux, parce que tu sens que c'est là la rédemption. Mais il y a un passage. Il y a un combat, là, je trouve. Mais donc, c'est très chargé au niveau symbolique, au niveau spirituel, mais comme tu l'as dit un peu, au niveau musical, il y a quelque chose de... on a un exemple là, mais tout l'album, je pense qu'elle chante... il y a 14 langues qui sont... évoqué. Il y a toutes sortes... C'est un alliage de musique extraordinaire. C'est très chargé. Là, ça va vraiment... Comme tu dis, c'est un avant-garde musical extraordinaire. Et ne vous fiez pas à la première écoute. Là. C'est comme rentrer dans un mur de béton en char. Là. C'est pas... pas doux. C'est pas agréable ou confortable. C'est vraiment dérangeant. Et chaque pièce presque l'est. Là. Il y a une quinzaine de pièces. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus pop là, ou un peu plus... convenu ou conformiste, là, mais la très grande majorité des pièces, on est dans dans des mélanges éclectiques, dans des orchestrations très complexes, et ça mérite une deuxième, une troisième, une quatrième écoute. Et là, après ça, les frissons sont garantis. Ouais, ça me fait penser à un film de Terrence Malick. Oui. C'est comme tellement chargé. On n'aime pas du tout ou on adore. Là, fait que c'est à voir. Bref, écoutez ça, cet album-là, Bien tranquille chez vous, Luxe de Rosalia. Merci, Antoine. La loi 103 pour l'encadrement des sites de consommation supervisée a été adoptée le 13 novembre, il y a quelques jours. Laurence, donc, cette loi-là veut encadrer justement ces sites d'injection pour permettre une meilleure cohabitation avec les populations. Ça pose des questions quand même philosophiques assez profondes. Comment tu observes ça comme philosophe? Oui, bien, c'est ça. Dans l'encadrement de ces centres-là d'injection, une des choses qui a été approuvée, là, qui est dans la loi 103, ça va être de déplacer de 150 mètres par rapport aux écoles ou aux garderies, puis tout ça. Puis c'est sûr que quand je regardais la nouvelle, ça m'a donné l'occasion de me poser des questions là, sur cette politique de réduction des méfaits, là, auquel on est, je pense, de plus en plus habitué. C'est comme un terme clé, la réduction des méfaits. Mais au lieu de contrer quelque chose qui arrive de toute façon, on va essayer de réduire le plus possible les conséquences. Plutôt que d'interdire la consommation de drogue. On va assurer de la bonne qualité de ces drogues-là au lieu de quelque chose de plus dangereux. On va superviser, justement, puis donner peut-être du support. C'est ça. Mais évidemment, c'est ça. La difficulté dans ces entreprises-là, on le voit dans l'éducation, même dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que, la chose qui est dit, c'est ça. C'est pour une chose qui arriverait de toute façon. Fait que là, il y a ça qui est une première question à se poser parce que
moi, je me disais, ça devient difficile à concevoir parce que, mettons, dans les centres d'injection, mais là, je ne le sais pas au Québec, peut-être que vous le savez, je ne sais pas si la drogue, elle est fournie, là, si peut-être pas. Là, je pense pas. La qualité est assurée. Là, et vérifiée ou des choses comme ça. Parce que quand on y pense, là, il y a plusieurs façons là, d'encadrer la consommation de drogue. Là. Ça serait une chose, par exemple, fournir la drogue. Là. Dans certains endroits, c'est ce qui est même fait. Puis à ce moment-là, il y a la question à se poser, parce que est-ce que je participe, quand je fais ça, à l'acte de la personne? Un acte... je lisais hier certaines lettres, certains discours que prononçait le pape François là, sur l'usage de la drogue pour dénoncer l'usage de la drogue, pour montrer à quel point ça affecte la dignité d'un être humain, là, parce que, bien évidemment, ça amène l'humain dans des formes graves de dépendance, ça nuit à sa santé, à son bien-être. Donc, on parle de la consommation d'opioïdes, c'est ça, d'injection. Oui, bon, moi, Oui, mais c'est la même logique qu'il y avait en amont de la légalisation de la marijuana puis de la vente, par exemple, par l'État chez la SQDC au Québec. Dans le fond, c'est que les gens fument du pot de toute façon, aussi bien en assurer la qualité, puis la légalité. Pourquoi pas tirer un peu de mais tu vois, le pape François avait écrit justement sur ces sujets-là pour dire qu'on ne devrait jamais légaliser ces drogues-là. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas coopérer de façon active au fait que les gens consomment de la drogue. Là. De la même façon, coopérer de façon active à d'autres méfaits, là, la prostitution, des choses comme ça. Là. Bon, fait que ça, c'est une chose. Là. C'est quand on regarde les discours des derniers papes, quand on regarde les lettres par rapport à la réduction des méfaits sur les drogues, ben, on va dire qu'il ne faut pas participer. Bon, volontairement, au sens où si je donne la drogue à Antoine en voulant volontairement qu'il en prenne, ce serait la pire des choses. Mais on dit aussi qu'il ne faut pas participer au sens de... Comme si je fournissais de la bonne drogue à Antoine en disant, bon, c'est pas que je veux que tu en prennes, mais tant qu'à en prendre, tu devrais prendre celle-là. Parce que, bon, c'est ça, la difficulté, c'est qu'à ce moment-là, je lui donne l'occasion de faire quelque chose de mauvais pour lui. Puis, bon, il y a à se questionner aussi si, sur le long terme, ça n'augmente pas la consommation, évidemment. Parce que il y a cette difficulté-là quand même que quand on fournit quelque chose à quelqu'un, en se disant, de toute façon, il va le faire pareil, on n'est pas en train d'approuver, de banaliser. En tout cas, c'est difficile d'avoir un contexte où ça ne sera pas pris comme ça. Mais c'est pas ça qu'on appelle faire un moindre mal? Oui, mais c'est ce que... un moindre mal? Oui, c'est-à-dire, ça dépend un peu comment on le voit, là, mais ça, c'est participer au mal. Fait que là, est-ce qu'on peut participer au mal pour que ça soit moins bon, moins grave, là, au sens où la personne, par exemple, ne mourrait pas d'une surdose ou parce que la drogue ne serait pas mauvaise? L'Église, puis moi je suis assez d'accord avec cette position-là, dit que non, là, qu'il ne faut pas participer activement à l'acte mauvais que fait la personne, là, parce que ça ne serait pas bon pour elle. C'est intéressant parce que quand on lit là-dessus, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va... Thomas d'Aquin dit que ça va contre la charité fraternelle, là, mais le principe de la correction fraternelle. Ce principe que aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien, c'est vouloir que la personne fasse des actes bons et non pas qu'elle fasse des actes mauvais, là. Donc, fournir à la personne l'occasion de commettre ces actes mauvais-là, c'est une chose qui est incorrecte. Mais il y a quand même une façon, des fois, de participer à ces méfaits-là sans que ça soit une implication directe. C'est-à-dire que c'est pas la même chose fournir de la drogue à quelqu'un, fournir des seringues à quelqu'un. Puis donner un endroit. Versus donner un abri. Là. C'est un peu similaire aussi à Par exemple, si moi, j'avais un enfant, adolescent, qui se mettait à consommer de la drogue, moi, je pense que ça serait incorrect de fournir à mon enfant de la drogue plus propre. Là. Ça serait encourager son vice puis participer à son vice. Ce serait incorrect pour moi même de lui fournir des outils pour consommer sa drogue, là, des outils meilleurs, des outils, des seringues propres ou des choses comme ça. Mais c'est autre chose si, par exemple, j'accepte qu'il continue de vivre sous mon toit. Tu sais, je pourrais dire, tu vis sous mon toit, puis en un sens, je favorise sa consommation si je lui donne un toit ou des ressources ou de l'argent sans savoir que c'est avec ça qu'il va acheter. Maintenant, ça devient une question de prudence, là, parce que, par exemple, dans l'exemple que je donne, si la consommation de mon enfant, là, que j'abrite, se met à nuire à mes autres enfants, là, puis à être occasion de scandale pour mes autres enfants, c'est là, par exemple, que je serais légitimé de peut-être même le mettre dehors. Puis là, il y a quelque chose de semblable dans notre situation, plus complexe des centres avec la cohabitation. D'injection. C'est ça, avec la cohabitation. C'est-à-dire que c'est pas mauvais en soi d'encadrer
tant qu'on fournit pas la drogue, là, moi, je pense que fournir la drogue, fournir les seringues, c'est un autre pas. Là. C'est vraiment participer à ce vice-là puis l'encourager là, sur le long terme. Mais si on fournit un cadre d'encadrement, un cadre là, où les personnes peuvent se retrouver pour éventuellement les inciter à changer, c'est autre chose. Ça peut prudentiellement être une bonne chose. La question à se poser, puis là, moi, je pense qu'à ce moment-là, le projet de la loi 103 a du bon sens, c'est qu'il faut pas que ça scandalise les gens autour, que ça nuise au climat, à la sécurité. En particulier, Thomas Daquin, quand il parle du scandale, il dit en particulier des plus petits, ceux qui sont plus ignorants, ceux qui sont plus faibles, et les enfants. Puis c'est un peu ça, dans le fond, que... Ça représente un défi colossal parce que il y a une... C'est pas un secret pour personne. Les consommateurs se retrouvent surtout dans les centres urbains, où il y a une forte densité. C'est comme un peu un catch-22. Il y a pas de solution miracle magique à ça. C'est extrêmement complexe en termes urbanistiques là, pour les autorités de trouver un équilibre dans tout ça. C'est une question prudentielle très difficile parce qu'effectivement, comme tu dis, à cette nouvelle réglementation-là, les gens le soulignent, puis c'est vrai, là, ça va être difficile après ça. Là. Il y a un centre qui va devoir déménager, notamment. Là. Non, mais tu vas pas mettre ça dans le fond de la banlieue, ça ça sert comme plus sa cause, là, ça sert plus à rien. Mais en même temps, je lisais un article, là, c'est une prof d'université en travail social qui s'occupe justement de ces drogués-là, qui est pour la réduction des méfaits et qui elle-même le dit. C'est vrai que pour mes enfants, j'aimerais pas ça qu'il y ait un centre comme ça à côté de chez moi ou des personnes qui fument du crack puis que mes enfants le rencontrent. Parce que pour l'enfant, pour des personnes plus vulnérables, au sens de plus jeunes, de plus sensibles, c'est pas ça peut induire à commettre... Ça, c'est intéressant. Ça me fait penser à Régis Labombe qui habitait et qui habite encore, je pense, au cœur de Saint-Sauveur, qui est un quartier assez animé, disons, là, de la basse ville de Québec. Et là, tu sais, d'avoir des décideurs proches de l'action comme ça permet de prendre une décision peut-être plus éclairée qui n'est pas... oui, c'est ça, exact. Bon, je ne veux pas me prononcer sur nos autres politiciens aujourd'hui, mais... Régis Labombe a et avait bien des torts, mais ça, je trouve ça intéressant. C'est comme... j'allais donner un autre exemple, mais... Oui, mais en 10 secondes, Laurence, le mot de la fin. Bien, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ces dynamiques-là, c'est cette espèce d'équilibre qui, je trouve, dans l'Église est bien là. C'est-à-dire cet équilibre entre accueillir la personne, là, lui donner lui montrer qu'on est là, qu'on l'aime, qu'on veut la soutenir, mais la pousser à changer. Ce que fait le Christ, quand on y pense dans plusieurs épisodes, comme la femme adultère, là, quand il reçoit la femme adultère, il l'accueille, mais en même temps, il lui dit « va et ne pêche plus ». Donc, c'est cet équilibre-là qui est à considérer pour les politiques de réduction des méfaits. Merci beaucoup, Laurence, et pour ces réflexions et bonne semaine à vous trois. À la prochaine.